Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole aux femmes qui vivent leur maternité à l'étranger. Aujourd'hui, je reçois Claire, française, installée au Japon depuis 15 ans, maman de 2 petites filles. Avant d'être l'accompagnante post-natale que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, Claire a d'abord été une jeune maman, seule face à un système qu'elle pensait bien connaître. Elle raconte sa grossesse, la panique au moment de la pose de la péridurale, la solitude qui s'installe une fois rentrée à la maison et les galères d'allaitement qu'elle a affrontées seule. Au-delà de devenir mère, cette première expérience de maternité a fait germer une idée qui allait changer sa vie, se reconvertir pour accompagner d'autres femmes autrement. Quand vient le moment du deuxième enfant, Claire fait des choix radicalement différents. Elle accouchera en maison de naissance à Tokyo. Une maison tenue par des sages-femmes, un accouchement dans l'eau, un plan de naissance enfin respecté. Elle reprend la main sur son expérience, forte de tout ce qu'elle a appris et de tout ce qu'elle a vécu. Une conversation sur la maternité au Japon et le métier d'accompagnante post-natale. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire, merci d'être venue jusqu'à moi ce matin. Je sais que tu as plein de choses à nous partager sur toi en tant que maman ici au Japon, mais je voulais vraiment aussi te donner la parole parce que tu es une professionnelle qu'on a beaucoup mentionnée dans les épisodes précédents. Donc c'était important pour moi de faire un petit focus grâce à toi sur ce métier de doula ici au Japon et de ce système du support system au Japon. Donc un grand merci d'avoir répondu à la positive à mon invitation. Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Donc tu le sais, dans le Mamatomo portrait, je demande le prénom, le pays d'origine, le pays de résidence et qui vit avec toi dans ce pays de résidence, avant de te demander tes bonnes adresses, celles que tu affectionnes particulièrement avec tes enfants, et aussi ton hack de maman expat. Mais merci Julie de m'avoir invitée et de me donner l'honneur de pouvoir parler à ton micro. Ça fait très plaisir. J'ai eu le plaisir d'écouter aussi tes autres épisodes et donc voilà, je suis contente d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Claire. Mon nom complet, c'est Claire Osumi. Je suis d'origine française, de l'Est de la France. Maintenant, j'habite à Tokyo depuis 15 ans. Je suis venue seule à l'origine. J'ai rencontré mon mari qui est japonais. Au bout de 10 ans de relation, on a eu une première fille qui a 7 ans aujourd'hui, une deuxième qui a 2 ans. Bah nous on va souvent au parc, je pense, c'est pas une grande surprise. Et je sais pas si Himoya ça avait été mentionné déjà. C'est un parc avec un petit étang au milieu où on peut faire du bateau. Il y a des jeux classiques. Et puis tout un système où on peut approcher les animaux, les toucher, notamment des cochons d'Inde, des choses comme ça, donc qui sont sympas pour les enfants. C'est pas très grand, mais je connais pas mal de gens qui font de la route pour venir jusque là. Ok, ça marche. Et en petit hack pour se déplacer, le vélo, le mamachari. Voilà, le mamachari. Ça, moi, clairement, ça a changé ma vie. Et puis après, ça va être le portage aussi. Et donc ça a été assez formateur dans mon expérience de maman. Mais ouais, de pouvoir se déplacer librement, notamment en toute saison quand l'été japonais il fait très très chaud ou en hiver. Ça a été vraiment un game changer pour moi. Ok, super. Un grand merci. Tu as dit que ça faisait une 15aine d'années que tu es au Japon. Ouais. Ça fait pratiquement aussi longtemps que je suis avec mon mari parce qu'on se connaissait un petit peu d'avant. Et c'est au bout de 10 ans de relation qu'on a eu notre première fille. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de venir vivre au Japon ? Alors, j'ai étudié le japonais déjà à la base. Donc, en fait, le Japon, c'est une histoire qui remonte il y a longtemps. Assez petite, j'étais déjà passionnée par l'Asie en général. J'avais notamment une passion pour le désert de Gobi ou sur Encarta, pour ceux à qui ça parlera. J'allais voir les pages du désert de Gobi en Chine et donc j'avais toujours dit quand j'aurai 18 ans, j'irai en Chine. Et en fait, j'ai découvert le Japon ensuite, que l'Asie c'était plus large, qu'il y avait différents pays avec différentes couleurs et donc finalement c'est sur le Japon que je me suis plus fixée et donc j'ai commencé à apprendre le japonais dès le lycée. Puis j'ai continué à la fac. Et c'est via mes études, en fait, que je suis venue ici. Ok. Dans le cadre d'un échange universitaire. Dans le cadre d'un échange universitaire, ouais. Ok. Ma vraie installation, j'avais fait plusieurs voyages avant, mais ma vraie installation, ici, ça a été dans le cadre d'un échange universitaire. D'accord. Donc, tu viens en voyage universitaire. Là, tu rencontres ton futur mari. Voilà.
Et donc à la fin de ces 6 mois, cette année, tu décides en fait de ne pas rentrer en France? En gros, oui, c'est ça. C'était une année entière. C'est tombé sur l'année du tremblement de terre de 2011. Je devais venir justement après en avril. Le tremblement de terre a eu lieu en mars, donc en fait ça a tout repoussé en fait jusqu'à septembre. J'étais là quand même pour une année entière et en effet à la fin j'ai décidé que c'était trop dur de rentrer, de me séparer de mon futur mari, mon copain de l'époque, et puis j'ai cherché du travail en fait tout simplement. Je suis passée en visa vacances-travail et puis j'ai trouvé un emploi et puis en fait j'ai continué comme ça pendant plusieurs années. Et quand tu décides de rester, vous vous êtes installés tout de suite ensemble ou ça a pas fonctionné comme ça? Très rapidement. Oui. C'est une conversation que j'ai eue avec certaines des invités, je pense que tu as entendu. On m'a fait comprendre quand même que si on s'installe ensemble, le concubinage, c'est peut-être pas forcément tant la norme que ça. C'est bien de se marier rapidement. Donc rapidement vous vous mariez, rapidement vous évoquez d'avoir des enfants. Pas du tout. Ok. Les enfants ont toujours été un petit peu dans les plans. Le mariage, pas du tout. Vraiment, on est mariés, mais on n'a pas voulu faire de cérémonie ni rien. Moi, j'avais une certaine fierté à dire que j'étais au Japon aussi par mes propres moyens, et donc j'étais jusqu'à ce qu'on ait des enfants. En fait, j'étais en visa travail. Et puis, c'est justement le fait de vouloir des enfants où on s'est dit là, on s'engage quand même sur un contrat assez bien plus qu'un mariage. Voilà, bien plus qu'un mariage. Donc en fait, c'est à mon 8e mois de grossesse qu'on est allé se marier à la mairie. Donc on a les photos où j'ai un joli ventre. Oui, et voilà, on a fait une petite fête l'été suivant, mais c'était aussi pour fêter la naissance. La naissance et d'autres choses aussi dans la famille. C'était une bonne occasion de faire cette fête-là. Donc, ce premier enfant, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Vous êtes déjà, je vais dire, un vieux couple. Enfin, moi, je me permets de dire ça parce que nous, on a eu notre premier enfant aussi après 13 ans ensemble. Donc, je trouve que déjà, on se connaît bien. On passe par plein d'étapes pendant ces 10 ans. Ouais. Raconte-nous, c'était comment de prendre cette décision? Tu rentres comment dans cette maternité à l'étranger? C'est quoi tes questions? C'est quoi ta connaissance? Alors, j'avais plus trop l'image d'une maternité en France, même si ma mère était infirmière dans le milieu du périnatal et donc elle était en pédiatrie mais elle était aussi infirmière en maternité. J'avais une bonne source d'informations à la base, mais les choses ont fait qu'elle est tombée malade assez rapidement et donc en fait j'ai fait ma maternité sans elle. Ça a été une chose et donc les repères que j'avais à cette époque-là c'était mes amis et parlant japonais j'avais pas mal d'amis japonais qui s'étaient mariés, qui avaient fait des enfants. J'avais aussi des amis français, francophones, qui aussi étaient plutôt dans le système japonais. Donc en fait, moi, la maternité que je connaissais à ce moment-là, c'était vraiment le système japonais. Donc je me suis pas vraiment posé la question. Ça a été vraiment très bref de se dire est-ce que je vais en France ou est-ce qu'on reste au Japon. C'était très clair en fait rapidement que ça allait se passer au Japon. Au Japon et dans un établissement japonais. Et dans un établissement japonais. De pouvoir parler japonais couramment, j'ai pas eu ce problème de devoir choisir des établissements anglophones ou quoi. J'avais le choix justement de pouvoir aller un peu où je voulais. Bon, j'imagine qu'en 10 ans, tu avais déjà eu l'occasion d'avoir des contacts avec le milieu médical japonais. T'as vécu ça comment? Est-ce que t'as des souvenirs de l'accompagnement? Est-ce qu'on t'a dit des choses en particulier? Est-ce qu'on a eu des attitudes? Tes premiers contacts avec le monde de la maternité au Japon, c'était comment? J'avais différents sons de cloche. Pour être honnête, j'avais, par exemple, pour le sujet de la péridurale, je voyais des personnes qui disaient sans péridurale, je pouvais pas accoucher. Donc j'avais quand même ce côté où la péridurale c'était quelque chose d'obligatoire et nécessaire. Et puis d'un autre côté, j'avais d'autres amis aussi qui avaient vécu d'autres expériences et notamment, moi, des choses qui m'ont marqué, ça va être au niveau de l'allaitement aussi, où j'ai vu des amis qui allaitaient pendant très longtemps. Des enfants de 2-3 ans et donc ça m'avait interpellée aussi. Donc il y avait ce côté un petit peu où c'était très tranquille d'un côté où on fait les choses comme elles viennent et puis d'un autre côté où un peu aussi il y avait certaines étapes et donc ça c'est peut-être une ambivalence qu'on retrouve assez régulièrement au Japon où on aime bien suivre les règles mais en même temps il y a quand même une certaine dose d'humanité qui fait que les choses aussi peuvent suivre leur cours. T'as eu une belle grossesse? Il y a eu 2 choses qui m'ont marqué pendant cette grossesse. Ça va être d'un point de vue psychique.
essentiellement, parce que justement du fait de la maladie de ma mère et puis tout le processus qui se passe intérieurement de notre propre construction en tant que maman, j'ai reconsidéré beaucoup de choses en fait de ma propre enfance et donc j'ai eu beaucoup lu pendant cette période-là et j'ai réfléchi à beaucoup de choses et donc ce qui a aussi j'ai posé les jalons en fait de ma maternité ensuite. Donc il y a eu beaucoup de remises en question d'abord et puis après je travaillais énormément d'un point de vue physique. Donc au début tout allait bien. Sauf que en fait en faisant des voyages en Chine, en Corée pour aller à des meetings, faire des dîners qui finissaient jusque très tard, etc. Au bout d'un moment en fait mon corps a dit stop et donc j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à 7 mois qui aussi là pour le coup m'a fait reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie et en fait m'a fait comprendre en fait que là j'étais plus seule sur ce bateau, que c'était plus juste mon corps, non il y avait quelqu'un d'autre qui aussi me posait des limites. Et ça, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me sentir mère. Ton entrée dans la maternité, dans cette première maternité, ça s'est passé comment? Et ben, ça s'est passé avec des hauts et des bas. Des hauts dans le sens que la rencontre de ma fille, c'est quelque chose qui a été vraiment magique pour moi. Ça m'a donné une confiance folle dans mes capacités, même s'il y a eu des remises en question. Et puis des bas par la solitude, en fait. Le fait d'être dans le système japonais, je me suis retrouvée très vite seule, notamment après le retour à la maison. Alors, j'ai eu de la chance, c'est que ma belle-mère est quelqu'un de présent quand on lui demande d'être présent. Donc, elle est pas envahissante, mais elle est présente. Et donc, elle est venue, en fait, suite au retour de la maternité. Elle est venue une semaine à la maison, elle s'est occupée de moi et ça a été aussi une expérience qui a été très marquante, en fait, d'avoir quelqu'un qui te prépare à manger des plats chauds, pendant nous on est juste en train de s'occuper de notre bébé et on nous appelle, on met les pieds sous la table, ça c'est quand même quelque chose de magique. Là tu dis que ta belle-mère est venue, mais à aucun moment vous avez imaginé de le faire à la japonaise où toi et le bébé vous alliez chez les beaux-parents? C'était pas possible parce qu'elle habite à Nagano. Donc dans tous les cas j'allais pas aller jusqu'à Nagano. Et accoucher à Nagano parce que je sais que les femmes japonaises font ça. En fait, souvent, moi, j'ai croisé plein d'amants au Jidokan qui étaient enceintes et qui me disaient, dans 2 semaines, je pars pour finir ma grossesse chez mes parents, j'accoucherai chez mes parents et je reviendrai pas avant 3-4 mois même. Enfin, ils restent quasiment 5-6 mois chez leurs parents, en fait, pour prendre soin d'elles avant et après. Souvent, ça, c'est le cas où c'est les parents de la mère. Assez rarement, ça peut arriver, mais que ce soit la femme qui aille chez les beaux-parents. Moi, dans mon cas, non seulement c'était loin, et puis en plus, voilà, c'était pas dans nos plans d'aller chez ma belle-mère. Et elle pouvait pas nous accueillir à ce point-là. Par contre, elle était prête à venir chez nous, et donc elle est venue une semaine. Et ça fait beaucoup de bien, surtout qu'on n'était pas du tout prêts, il y avait rien installé. C'est vrai que j'ai accouché à 38 semaines, donc on n'était pas non plus à 40. Je pensais que j'avais peut-être encore 1 ou 2 semaines, et puis donc on n'avait pas encore fait toutes les courses de couches, de choses comme ça, donc ça a été un peu rock'n'roll de ce côté-là. Grâce à cette semaine-là, on a pu vraiment s'installer et puis se poser. Seulement après, c'est là où est venue la solitude, où je cherchais tout en japonais, j'ai pas cherché beaucoup de ressources en français parce que je pensais pas qu'il y avait grand-chose en fait à l'époque. Donc pendant le premier mois d'allaitement a été notamment très difficile avec des grosses douleurs où j'avais beau chercher, je trouvais pas grand-chose en fait pour m'aider. Quand tu nous dis on s'était pas tellement préparé, moi je pense à 2 choses. Il y a la préparation logistique pour accueillir un enfant et il y a la préparation comme tu l'as dit, voilà, psychique. Comment on va s'organiser. Et même, il y a même une autre préparation, c'est la préparation médicale. Toi, comment tu t'étais préparée à accueillir cet enfant d'un point de vue médical? Psychiquement, surtout ce postpartum, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Qu'est-ce que t'en savais dans tes copines? On s'était bien préparé pour la naissance, rien pour le reste. Je m'étais renseignée sur l'allaitement, sur ces choses-là, j'avais écouté quelques podcasts. C'est un sujet qui est tellement vaste que même si on se prépare autant qu'on peut, ça reste quand même difficile de tout envisager. On y est allé advienne que pourra. Et le choix de l'hôpital s'était porté sur un hôpital universitaire avec une unité pédiatrique s'il y avait besoin, un accouchement avec une péridurale. Donc je voulais que la naissance en tout cas se passe bien et donc je voulais être rassurée de ce côté-là du point de vue médical. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y a peut-être pas besoin de tout ça, même si j'étais bien contente d'avoir eu la péridurale pour cette première naissance.
Ça a été le pire moment dans mon accouchement, de la pose de la péridurale. Ça a été douloureux? Pas douloureux, mais en fait, vraiment, j'ai paniqué. Et alors que le médecin avec laquelle j'avais eu le meilleur feeling, c'était avec l'anesthésie, justement, j'étais tellement contente qu'elle arrive, parce que vraiment, j'étais pas prête à accoucher. En fait. Je me suis rendu compte que j'avais des contractions, que j'allais à l'hôpital et que j'allais pas en ressortir avec un bébé dans le ventre. Vraiment, là, j'ai paniqué. Et en fait, le travail a continué. Quelques heures plus tard, on me pose la péridurale et c'est vraiment là qu'aussi il y a peut-être, là, ça s'est encore plus concrétisé. Et donc, j'étais prise de tremblement. Et c'est une des sages-femmes qui m'a dit fortement, je l'ai pas mal pris sur le moment, mais elle m'a dit vraiment fortement, on va pas pouvoir y arriver si ça continue comme ça. Donc, j'ai pris toute l'énergie que j'avais pour pouvoir vraiment me contrôler mon corps, qui était pourtant pris de spasmes, etc. Et on a pu réussir à la poser, et puis après, ça a été beaucoup plus facile. Mais c'était vraiment ce moment-là, et puis le fait que mon mari doive sortir de la salle, en fait, pendant toutes les procédures, ils doivent sortir. Donc ça, c'était vraiment difficile de le savoir derrière la porte et pas pouvoir compter sur lui, quoi. Quand on a échangé autour de cette interview, tu m'as quand même dit que cette première naissance avait quand même fait germer en toi quelque chose. Donc j'aimerais que si c'est possible, que tu nous partages ce qui a provoqué, ce qui a planté cette petite graine. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, faut proposer autre chose aux femmes? C'est l'après. L'après où, notamment durant le séjour à l'hôpital, j'ai fait des rencontres de sages-femmes vraiment diverses. Une personne que je ne remercie pas et une personne que je remercie beaucoup. Mais en même temps, celle que je ne remercie pas, je suis quand même contente d'être tombée sur elle parce que elle m'a permis de me dire je pouvais avoir confiance en moi. Là, même si un personnel de santé qui a une sorte d'autorité sur moi, essaye de m'imposer quelque chose, je sais que c'est pas ce que je veux, je sais que c'est pas ce qui est bon pour mon enfant. Il y avait quelque chose vraiment de purement intuitif. Est-ce que tu peux nous partager si c'est possible, la situation à laquelle tu penses? J'avais laissé mon bébé dormir 4 heures au lieu de 3 normalement. Et donc, ça avait décalé le nombre de tétés. Et l'autre sage-femme que j'ai croisée et qui vraiment m'a changé mon expérience, ça a été encore une fois autour de l'allaitement, où là encore une fois elle m'a permis de prendre confiance en moi en me complimentant, en me montrant qu'en fait j'étais capable, notamment parce qu'en fait elle a tiré du lait manuellement, c'était au moment de ma montée de lait, et j'ai pu le voir. J'étais partie avec un a priori négatif en me disant elle est un peu âgée, elle va être old school, etc. Et en fait finalement c'était une personne hyper sage, pleine de connaissances et qui savait bien les transmettre. Et donc vraiment là, ça m'a mis sur la voie en fait, d'avoir confiance en moi. Je rebondis là-dessus. C'est vrai quand même que les personnes qu'on rencontre lors de ce premier séjour sont quand même fondamentales, tant dans le meilleur que dans le pire. Sur l'allaitement, c'est vrai que je trouve que ça se reflète beaucoup. Enfin, moi, je me souviens de ça avec une barrière de la langue en plus. C'était terrible. C'est pas parce que c'est naturel que ça fonctionne tout seul. En fait, ça demande un vrai apprentissage aussi, une transmission qu'on a malheureusement de moins en moins. C'est depuis plusieurs décennies. Et c'est là, justement, moi, mon idée a germé et sur le fait que vraiment le rôle des sages-femmes était vraiment très important en fait. Et ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Et donc, c'est pour ça que sur le coup, je m'étais dit, je veux me reconvertir pour être sage-femme, parce qu'il faut changer les choses de l'intérieur. Il n'y a pas... Mais attends, mais là, t'as cette idée alors que t'es sur ton lit, en postpartum immédiat, 3 jours de vie de ton bébé, tu te dis, je veux faire un autre métier? C'est plus en réfléchissant après, en revenant sur mon expérience. Peut-être aux alentours du 3e mois, quelque chose comme ça. C'est en revenant encore une fois à cet hôpital pour la visite d'1 mois où j'ai revu encore une sage-femme et où j'ai parlé de mes problèmes d'allaitement et qu'elle a réglé ça en 15 secondes, où là, je me suis dit, mais pendant 1 mois, j'ai galéré, et si j'avais rencontré quelqu'un comme ça plus tôt, ça aurait été vraiment une expérience différente. Encore une fois, les sages-femmes qui étaient là et qui ont changé toute cette expérience. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire au niveau des sages-femmes, et en étant justement à l'intérieur du système, possiblement on peut changer des choses. En me renseignant en fait sur les études qu'il y avait à faire, j'ai compris que ça n'allait pas être possible. Le temps a fait quand je me suis aussi rendu compte que même si pendant cette petite période, on va dire ces quelques jours, même si c'est une période qui est très intense et donc on va faire beaucoup d'expériences, et il peut se passer des choses derrière aussi pour réparer une fois qu'on est sorti de ce système-là. C'est comme ça en fait que j'en suis arrivée au métier que je fais aujourd'hui, qui est d'être accompagnante postnatale à domicile. Cette naissance se passe, tu rentres chez toi,
ta belle-mère vient t'aider une semaine, des repas, pas de courses à faire, l'entretien de la maison. Toi, tu es concentré sur ton bébé, tu te reposes, tu crées aussi du lien, t'as de l'espace pour ça. Oui. Ensuite, elle rentre chez elle. C'est quoi les jalons qui vous attendent? Moi, ça fait 5 ans là maintenant que j'exerce. Ah oui, donc ton aîné avait 2 ans. 2 ans quand je me suis lancée officiellement. Ouais. Donc ça a été quand même un cheminement long, puis en plus je me suis formée entre-temps avant de me lancer. Donc ce qui s'est passé, c'était que le Japon étant j'ai travaillé pour une entreprise française mais avec un contrat japonais, donc je pouvais bénéficier du congé parental japonais qui est relativement long puisqu'on peut aller jusqu'à 1 an. Donc ça, c'était le plan. Le fait d'avoir fait une menace d'accouchement prématuré vraiment m'a fait reconsidérer beaucoup les choses. À la base, je voulais reprendre le boulot tout de suite. Voilà, c'était quelque chose de trop important, trop de responsabilités. Je pouvais pas laisser l'équipe. Et en fait, de me rendre compte que mon travail avait failli potentiellement me perdre mon bébé, je me dis ça vaut pas le coup. Et donc là, finalement, j'ai décidé de prendre la croisière la plus longue possible. Entre-temps, le Covid aussi est arrivé. Donc j'ai pu faire 1 année et demie de congé parental et reprendre mon travail en entreprise. Je pensais quand même que c'était important de reprendre le travail, de retrouver un petit peu aussi une sécurité sociale et économique. Et tu t'es formée à quel moment? Je suis retournée au travail. Mon cheminement de reconversion professionnelle était là, mais n'était pas encore complet, donc c'est aussi une des raisons pourquoi je suis retournée travailler. Et entre-temps, je me suis renseignée un peu sur ce qui était possible de faire, autre que sage-femme. Et c'est là que j'ai rencontré en fait ce métier un peu par hasard. Je pense qu'à force de me renseigner sur les métiers autour du périnatal au Japon, etc., je pense que c'est l'algorithme de Facebook qui a dû faire remonter en fait ce qui est l'association des doulas qui proposait une formation justement de 6 mois pour devenir accompagnante postnatale certifiée ici au Japon. J'ai mis fin à mon contrat au moment où en gros la formation commençait. Je me suis formée dans la foulée pendant 6 mois et j'ai commencé mon nouveau travail tout de suite derrière. Ta fille a un peu plus de 2 ans. Toi, tu embrasses cette nouvelle carrière professionnelle. Oui. À quel moment l'envie d'un deuxième enfant arrive au sein de votre famille? Et surtout, quel choix, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est quel choix tu as fait pour ce deuxième enfant? Oui, parce que là, c'était vraiment différent. Oui. Donc, l'envie d'un deuxième enfant, elle a toujours été là. C'était un peu notre plan de départ d'avoir 2 enfants. Suite quand même à cette première expérience de la maternité, qui était très prenante, je ne me suis pas sentie prête à avoir le deuxième avant les 3 ans de ma fille. J'avais, d'un point de vue de l'organisation, où c'était vraiment très intense. D'un autre côté, j'avais aussi besoin de faire quelque chose pour moi entre-temps. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette formation, cette reconversion. Je me suis aussi formée au yoga pendant cette période-là. Et j'avais besoin de faire des choses pour moi, pour me sortir un peu de cette aliénation parentale dont on peut entendre parler parfois. Donc c'est vraiment que aux 3 ans de ma fille où là j'ai senti que ça y est, j'avais l'espace de pouvoir refaire cette expérience-là. Et donc on s'est relancé à ce moment-là. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'on est passé par un parcours PMA aussi, un début de parcours PMA. D'accord. On s'est rendu compte que j'avais des soucis de thyroïde. C'est finalement au bout d'1 an que j'ai accepté de faire une simple prise de sang et qu'on s'est rendu compte que ma thyroïde en fait était défaillante et donc ça me posait des problèmes de fertilité. Et avec un simple traitement, ça s'est réglé et on a eu la deuxième dans la foulée entre guillemets puisque finalement elles ont 5 ans d'écart. Et là, le fait déjà d'avoir le bagage, l'expérience que j'avais, le bagage aussi d'informations que j'avais acquis pendant cette formation, toutes les années aussi de lecture. Et de pratique aussi. Voilà, et de pratique, ont fait que là, pour le coup, la deuxième, clairement, je n'allais pas retourner dans le même hôpital et j'ai décidé d'aller en maison de naissance, donc une maison qui est tenue que par des sages-femmes. Donc, ce n'est pas une naissance médicalisée à proprement parler. Est-ce que tu as identifié des bullet points, vraiment des trucs en disant ça, plus jamais? Est-ce que tu te souviens? Je voulais pas qu'on me guide ou qu'on intervienne, en fait. Je voulais être soutenue. Ça, c'était quelque chose qui était important. Mais je voulais rester, en fait, maîtresse de mon accouchement. Et donc, ne pas être tributaire des interventions des uns des autres. Il y avait ça. Il y avait le fait d'être libre dans ses mouvements aussi, parce que la plupart des hôpitaux au Japon, je pense, ne proposent pas en fait de
de position libre en fait quand on est sur une table d'accouchement. Donc il y avait ce côté où j'avais envie de pouvoir être libre, de faire mes propres choix, d'avoir un vrai plan de naissance aussi qui soit respecté, parce que le premier, autant dire que je l'avais bien écrit, mais une sage-femme l'a parcouru et je pense qu'il a fini à la poubelle. Donc il y avait aussi ce côté aussi de connaître les personnes aussi avec qui justement j'allais accoucher. Et ça a été assez facile pour moi, puisque étant déjà dans le milieu, en fait, je connaissais déjà les sages-femmes qui tenaient cette maison de naissance. Donc, en fait, je partais sur un terrain conquis déjà. Ouais, et puis un terrain de confiance. Et sur la partie de la gestion de la douleur, parce que tu vois, pour ton premier accouchement, t'as fait le choix d'une péridurale. Oui. Comment t'as abordé cette question de la douleur, en fait? Alors, juste pour préciser, les maisons de naissance, elles sont forcément rattachées à un hôpital pour des raisons de sécurité. Et donc, pour pouvoir accoucher en maison de naissance, il faut avoir les feux verts à toutes les étapes. On est suivi par plusieurs équipes. Et jusqu'au bout, en fait, on ne sait pas forcément si on va pouvoir accoucher en maison de naissance ou pas. Donc, il y a ce côté-là aussi où il y a une part un petit peu d'inconnu. Ça peut être un peu déstabilisant pour certains. Par rapport à la douleur, on parle beaucoup de la douleur, mais il y a une différence, je pense, entre la douleur et la souffrance. Et la douleur, c'est quelque chose qui peut on peut se préparer en avance. Et donc là, moi, pour le coup, pendant ma grossesse, ça a été vraiment ça a été de se préparer psychiquement et physiquement à l'accueil de ces douleurs par des exercices de respiration, de chant, des lectures aussi qui t'expliquent en fait ce qui se passe, comprendre vraiment le processus de la naissance, et par tout ça, la douleur devient complètement quelque chose de supportable. Donc tu fais le choix d'accoucher en maison de naissance. Sur l'aspect médical, t'es rassurée puisque c'est adjacent à un hôpital. Ça se passe comment? Est-ce que tu peux nous raconter? Ça ressemble à quoi une maison de naissance au Japon? Est-ce que c'est différent de la représentation qu'on en a en France ou dans d'autres pays? Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on propose des choses particulières? Moi, ce qui m'a vraiment marqué sur cette expérience-là, c'était j'ai vraiment eu l'impression de faire partie d'une communauté où on est dans une vraie maison japonaise avec des tatamis, donc on peut accoucher soit sur un tatami, sur un futon. Moi, ma grande a décidé de dormir sur le futon. J'étais sur un quart du futon. Et puis, j'avais aussi demandé à faire une naissance dans l'eau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle proposait. Et donc, en fait, ma fille est née dans l'eau, dans une piscine, dans une pièce adjacente. Mais c'est vraiment une maison qui est tenue par des femmes. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le fait que ce soit vivant, dans le sens où on n'avait pas de bruit de machine, de couveuse, de choses comme ça. Et la journée, même pendant mon séjour postpartum, j'entendais des gens qui venaient, qui rigolaient, de la musique. J'avais un peu l'impression d'être dans une sorte de colo, de vacances. Et oui, faire partie de cette communauté-là, en fait, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et sur la différence aussi par rapport à un hôpital, dans une maison de naissance, on a aussi tout cet espace d'être chouchouté. J'ai pu bénéficier de massages pratiquement tous les jours, de nourriture. Ça, la nourriture au Japon, on est très bien logé partout où on aille. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà, là, c'était de la nourriture faite sur place, maison. Si on avait faim, on appelait, ils nous amenaient un petit onigiri. On avait notre bouteille de thé énorme et il fallait qu'on boive donc, c'était aussi très maternant comme endroit où et ça ne peut ne pas convenir à tout le monde, ça j'en conviens, que on nous dise un petit peu quoi faire aussi, plus qu'à l'hôpital où on est un petit peu laissé, si on pose pas de questions, on ne sait pas trop. Là, elles sont vraiment très présentes. Et donc, on se sent quand même autant chouchouté qu'aussi un petit peu dirigé. Est-ce que dans cette maison de naissance, tu fais aussi ton suivi de grossesse? Pour le suivi en maison de naissance, en effet, ça se fait en parallèle avec un hôpital ou une clinique. On est forcément suivi par un gynécologue à côté. La maison de naissance ne peut pas définir d'elle-même si c'est OK d'accoucher chez eux. Il faut absolument le feu vert d'un médecin, en fait, en dernier recours. Et c'est grand comment? Il y a combien de chambres? Quand tu sais que t'es enceinte et que tu choisis ton établissement, souvent
Bon, faut quand même rapidement se décider. Tu vois, tu dis que c'est une maison japonaise, mais il y a combien de lits? Il y a combien de possibilités d'accueil? Elles ne peuvent faire qu'un accouchement à la fois. Ça peut arriver de faire 2 parce qu'elles ont 2 pièces en gros qui sont dédiées aux accouchements. Mais c'est là où aussi on est vraiment dans un suivi personnalisé parce que elles ne font pas non plus 20 naissances par mois. C'est pas une tous les jours. Et souvent en fait c'est assez drôle de voir en fait quand on les écoute, c'est que elles vont avoir plusieurs femmes enceintes et souvent elles vont être très rapprochées. Donc c'est des fois tu les sens un petit peu stressées en se disant peut-être qu'elles vont tomber le même jour, on sait pas. Et donc voilà, ça reste quelque chose qui reste très vivant et où on sent vraiment que on est pris en compte dans notre grossesse en tant que personne aussi. Et, il y a vraiment une communication qui est très personnalisée. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous raconter cette naissance en maison de naissance? Les maisons de naissance, en fait, il y en a pas non plus énormément à Tokyo. Il y en a de moins en moins parce que c'est quelque chose quand même qui est assez difficile à tenir pour des raisons de sécurité, aussi parce que c'est pas facile à gérer, qu'il faut des accords, donc en fait, en vrai, les sages-femmes qui travaillent là font énormément de communication, voire de lobbyisme en fait pour protéger les maisons de naissance, pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent aussi. Mais elles font aussi face à une certaine pression de la part du milieu médical qui a du mal parfois à reconnaître leurs établissements et leurs pratiques. Donc, il y en a pas non plus des dizaines dans Tokyo. Mon choix était assez facile parce que je connaissais les personnes. Mais c'est vrai que c'était un petit peu loin. Je m'étais quand même renseignée, voir s'il y avait pas une maison de naissance plus proche. Et il y en avait pas. Donc, en fait, pour mon accouchement, il y avait quand même ce côté où j'allais faire un petit peu de taxi avant d'y aller. Et combien de temps c'était 40 minutes. Ah oui, quand même. Ouais. Finalement, ça a eu lieu en plein milieu de la nuit, donc il n'y a pas eu beaucoup de trafic et on a eu de la chance. Ça a été assez rapide finalement d'arriver là-bas. Les contractions sont arrivées très vite, très rapprochées, au milieu de la nuit. J'avais demandé à mon bébé d'attendre un petit peu parce qu'en fait, ça tombait un peu en même temps que l'anniversaire de sa grande sœur. Donc je voulais pas que ça tombe exactement le même jour, donc je lui avais demandé d'attendre et elle a attendu et elle est née 5 jours plus tard. Donc elles ont 55 jours de différence. Mais donc voilà, là je savais que c'était le moment et que on était dans les starting blocks, il fallait pas trop attendre. Donc en fait très rapidement j'ai appelé le taxi, on est parti à la maison de naissance. On est arrivé. J'étais dans la pièce de travail donc sur le futon pendant bien 2 heures et en fait en moins d'1 heure, le col s'est ouvert est passé de 3 centimètres à une ouverture complète. Donc même les sages-femmes n'ont pas eu... On a eu juste eu le temps, elles ont juste eu le temps de remplir la piscine pour que je puisse y aller dedans. J'ai passé 20 minutes dans la piscine et au bout de 3 poussées, ma deuxième était là. Elle est arrivée comme sur un toboggan, coiffée, avec le sac encore dans sa poche. Voilà, dans sa poche. Et donc ça a fait l'effet d'un toboggan où elle a glissé au fond de la piscine et donc je suis allée chercher mon bébé. Comme on était bien préparés, donc pour la préparation, notamment, on a quand même une session de préparation si on veut accoucher dans l'eau spécifique où on visionne une vidéo d'un accouchement dans l'eau et on en parle. Elles nous font répéter aussi comment sortir son bébé de l'eau, comment sortir de la piscine. Heureusement, mon cerveau a quand même réussi à reconnecter parce qu'on est quand même dans un mindset particulier où pendant mon accouchement, c'est vrai que ça a été tellement intense pendant un très court temps que j'avais beau être préparée en effet à la douleur, c'est plus la rapidité de l'événement qui fait que j'étais pas tout à fait j'ai pas compris tout ce qui s'était passé, j'étais vraiment dans mon monde où j'ai vu ma mère, j'ai vu mes grands-mères, vraiment je les ai un peu imaginées autour de moi tellement c'était intense. Et même une fois arrivée dans la piscine, la sage-femme me dit ne poussez pas et mon corps avait besoin de pousser donc il a poussé et mon bébé est sorti comme ça donc ça a été vraiment très très rapide et j'ai mis plusieurs jours en fait à réaliser ce qui s'était passé tellement ça s'est passé vite. Et là j'ai une petite question mais tout à l'heure aussi tu nous as dit, j'étais sur la moitié du futon parce que ma grande s'était endormie sur le futon. Oui. Donc pendant tout cet accouchement, pendant tout ce process où toi, tu gères tes contractions, tu gères ta douleur, et puis cette sortie de ce bébé dans la piscine, l'aîné dort sur le futon
ou elle s'est réveillée? Elle s'est réveillée après la naissance. Comme c'était le plein milieu de la nuit, on est arrivé à la maternité et là, elle était par le fait d'avoir pris le taxi, etc. Elle était réveillée, donc elle était pendant que moi je gérais mes contractions, elle faisait des origamis en fait à côté. Et comme elle était un peu fatiguée, elle a décidé qu'elle allait s'allonger en plein milieu du futon. J'ai essayé de lui expliquer que j'avais quand même besoin de l'espace et qu'elle pouvait peut-être un peu se décaler. Il n'y a pas eu de négociation, donc elle s'est endormie comme ça. Et comme moi, de toute façon, je devais bouger pour aller à la piscine, elle est restée dans le futon et elle s'est réveillée 1 heure après la naissance, quelque chose comme ça. Juste le temps, pour moi, vraiment, c'était parfait puisque comme ça, je pouvais avoir les soins. Puis elle s'est réveillée, comme elle était dans la pièce d'à côté, on l'a entendu. Mon mari allait la chercher et puis elle a pu venir rencontrer sa petite sœur. Vous l'aviez préparée? Parce que je trouve que c'est assez incroyable. Est-ce que vous l'aviez quand même sensibilisée, éduquée à une naissance? Alors nous, notre choix, ça a été de la prendre avec nous. On savait que là, dans cette maison de naissance, on avait la possibilité qu'elle soit dans une pièce annexe. On voulait pas forcément qu'elle assiste si elle en avait pas envie. On l'avait préparée dans le sens où elle était venue quand même quelques fois avec moi pendant les visites. Et donc, elle savait que c'était la maison où le bébé allait arriver, la maison de la naissance. Elle avait déjà une visualisation de là où ça allait se passer. Pour le dérouler en soi, on n'a pas fait de grosses préparations. On n'a pas voulu lui mettre des idées dans la tête de maman, elle allait peut-être crier, etc. Comme on savait que si jamais ça pouvait être trop intense ou s'il y avait des complications, etc. C'est vrai que là, c'est peut-être pas forcément la place d'un enfant. Dans un accouchement qui se passe bien, il y a plein d'expériences où les enfants ont assisté, ça s'est très bien passé pour eux. Donc toi, tu dis que ce bébé naît coiffé, donc dans sa poche. Comment ça se passe? Là, tu nous parlais tout à l'heure, tu nous parlais de tes soins. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand un bébé sort coiffé? Alors là, quand elle est sortie coiffée, mais ça a explosé au moment de la sortie. D'accord. Donc en fait, j'ai récupéré mon bébé au fond de l'eau. Là, il y avait plus de poche. La poche est restée au fond de la piscine, on va dire. Donc là, je me suis rappelé du protocole de comment sortir son bébé de l'eau, donc c'est-à-dire la tête vers le bas, le visage vers le bas, pour pas qu'il ingère de l'eau en fait en remontant. Donc un peu comme un léopard sur son arbre allongé, voilà, on le soutient avec notre bras et puis on le relève progressivement. Et on peut même en fait, tant que le cordon ombilical est toujours connecté, on avait la possibilité d'observer son bébé dans l'eau. Donc je ne l'ai pas remontée tout de suite. C'est-à-dire qu'elle est tombée, je suis allée la chercher, mais je l'ai laissée quand même sous l'eau. Vraiment où j'ai pris ce moment quand même pour l'observer et elle était tranquille, elle dormait encore comme si elle n'avait pas encore réalisé ce qui s'était passé et donc au bout de 3 minutes peut-être d'observation, là j'ai dit bon bah allez, maintenant c'est bon, je peux la sortir et donc je l'ai sortie et elle n'a pas pleuré en fait du tout même par la suite en fait. Je l'ai prise dans mes bras pour sortir de la piscine. Bon, bah, c'est là où c'est un peu le moment acrobatique parce qu'il faut escalader la paroi. Enfin, escalader. Enjamber plutôt. Et puis, les sages-femmes avaient installé, en fait, un futon et elles nous demandent de ramener l'équivalent de 2 valises complètes de serviettes. Parce que, on va être très mouillé, il va y avoir aussi beaucoup de fluide, etc. Donc, elles nous demandent de ramener beaucoup de serviettes, en fait, en amont de la naissance. Dès la 36e semaine, j'avais déjà amené mes valises de serviettes qui étaient déjà entreposées en fait à la maison de naissance. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a ramené avec le taxi. C'était déjà là. Et elles avaient déjà tout préparé, en fait, le lit avec toutes les serviettes à droite à gauche. Et donc elles nous couvrent, elles nous sèchent, parce que il faut pas qu'on se refroidisse, il faut pas que le bébé se refroidisse. Et tous les soins, la sortie du placenta se fait allongé sur un futon avec le bébé contre soi. Ça, c'est vraiment quelque chose où, pour le coup, ça a été très différent de ma première expérience, puisque la première expérience, on m'a mis le bébé au bout de quelques minutes après avoir fait tous les tests réglementaires. On l'a fait pour la photo et après, je l'ai pas vu pendant 6 heures. Donc ça, c'était quand même une grosse différence où, pour le coup, elle était sur moi. Même à un moment, elle manquait un tout petit peu d'oxygène. Ils l'ont monitorée et pendant toute cette période-là, elle était toujours en peau à peau. Voilà. Après, j'ai été transférée dans une autre pièce avec un futon parce que bon, il fallait quand même qu'elle range un peu tout le bazar. Donc là, j'ai été transférée dès que je me suis sentie de marcher quelque part.
Elles m'ont transférée dans une autre pièce avec un futon. Et puis là, j'étais tranquille avec mon bébé. 1 heure plus tard, elles m'ont servi mon premier repas qui était gargantuesque. Tu sais ce que c'était? C'était du riz fermenté parce qu'elles font une sorte de riz à partir de riz complet qu'elles font fermenter pendant 3 jours. Et donc, ça fait un riz qui est très bon au niveau du goût. Et puis, en plus, qui est très facile à digérer pour le corps en postpartum. Avec des petits haricots rouges aussi, qui amènent plein de choses nourrissantes. Ça, c'est un gros bol de riz avec beaucoup de légumes verts essentiellement, des soupes chaudes, miso. J'ai pris un petit peu des photos tous les jours comme toutes les mamans, je pense, au fond. Et je me souviens que j'avais eu du mal à finir tellement c'était... Et pourtant, j'avais faim. Et j'avais très faim, mais j'ai eu du mal à finir parce que là, pour le coup, elles nous avaient bien servi, quoi. On n'est pas du tout au régime. Quand tu dis je suis transférée dans une autre chambre, on me sert mon premier repas, là, il est quelle heure? Là, il était à peu près 8 heures du matin. Et donc là, ton mari et ta grande étaient aussi avec vous? Vous avez fait une tatami room partagée pour cette première nuit? Ou ils sont rentrés une fois que ta grande s'est réveillée, tu vois? C'était quoi? C'est quoi la politique pour cette première nuit quand toute la famille arrive pour accueillir un bébé? La famille peut rester. Nous, ils ont fait le choix de rentrer à la maison pour que mon mari puisse prendre une douche, se reposer un petit peu, ma grande aussi. Non, ils sont restés quelques heures et puis ils sont revenus peut-être en fin de journée. Pour les visites, les maris peuvent rester autant de temps qu'ils veulent. Les enfants, par contre, sont un peu limités quand même pour des questions de repos, peut-être même aussi pour les autres mamans. Voilà, pour les autres mamans, parce que elles ne font pas des accouchements tous les jours, mais elles reçoivent des bébés en séjour postpartum. Donc en fait, il y a 4 chambres de séjour qui sont à l'étage de la maison. Et là, quand on est à l'étage, les enfants n'y ont pas forcément accès. Donc, il faut prévenir à l'avance si les enfants viennent. Comme ça, ils nous réservent une salle en bas pour qu'on puisse y aller. Dans la réalité, ma grande a pu monter quand même un petit peu parce qu'en fait, je les connaissais bien, elles étaient un peu flexibles. Et puis, il y avait pas non plus, c'était pas non plus full à cette période-là. Tu passes un bon séjour. Tout à l'heure, tu l'as dit, j'ai un bon souvenir. C'était agréable, j'entendais de la vie, je me sentais bien, je me sentais enveloppée, en sécurité, maternée. Ton retour à la maison, ça s'est passé comment? C'était beaucoup plus funky, où le souvenir que j'ai, c'est de rentrer chez moi et de vouloir repartir parce que j'étais tellement bien là-bas chouchoutée. J'avais des massages tous les jours. Même la nuit, je descendais, je pouvais discuter avec la sage-femme qui était là de garde. Pour l'allaitement aussi, elle m'aidait énormément à la mise en place parce que même si j'avais l'expérience d'un premier, quand on repasse sur un nouveau-né, c'est quand même pas toujours évident. Donc on était vraiment une reine pendant 5 jours et là on arrive chez soi et le futon n'est pas fait donc il faut mettre les draps de son lit, des choses comme ça. Et ça, je me souviens que je me suis dit non, moi je veux repartir, j'étais trop bien là-bas. Et t'as jamais eu la volonté de prolonger, justement de faire le fameux Sangoker où on retourne après là-bas? C'était pas possible, c'était pas une option? Ça aurait pu être une option, ça coûtait un peu cher puisque en fait vu que je suis de Mégolo et c'était un autre arrondissement, en fait j'avais pas de financement. Donc si je l'avais fait, il aurait fallu que je paye plein pot et c'était un budget qui était quand même assez conséquent donc on l'a pas fait. Je me suis renseignée par contre pour aller dans d'autres établissements où là pour le coup on avait des financements et malheureusement ils étaient pris d'assaut. Donc tu fais ce postpartum toute seule chez toi, avec ton bébé, ton aîné, ton mari. Enfin, là, vous êtes en famille. Comment se passe ce deuxième postpartum? Quel choix tu avais fait? Et surtout, forte de ta première expérience, qu'est-ce qui a été différent? La grosse différence, ça a été que mon mari a pris un congé parental long pour ce deuxième postpartum et donc il était là. Le premier, il a travaillé. Il a pris quelques jours à droite, à gauche, mais il travaillait. Vraiment, dès le début, il a repris le travail. Donc, on a eu ma belle-mère qui était venue pendant 1 semaine, comme je t'ai dit. Elle est revenue encore une fois pour le deuxième aussi. Mais là, le fait d'avoir la grande aussi, en fait, elle s'est plus occupée de la grande que de s'occuper de moi. Mais c'était très bien. Donc, une des choses qui a été très différente, ça a été la présence, justement, de mon mari. Et la deuxième, c'était que j'avais beaucoup plus préparé en amont, en fait. Et donc, par exemple, j'avais cuisiner comme j'aime beaucoup cuisiner. J'avais bien préparé mon congélateur avec plein de repas
plein de soupes, de mijotés, des choses qui sont faciles à consommer et digérer pendant le postpartum. Et entre-temps aussi, je m'étais renseignée sur les principes du mois d'or. Pour la première, comme je ne connaissais pas encore ce livre-là, je l'ai lu qu'après. Je me suis dit, ah oui, ça aurait été bien de faire ça, ça, ça. Donc là, pour la deuxième, j'ai pu les mettre en place. Donc, d'un point de vue logistique, ça a été bien différent. Une autre chose aussi qui a été différente, c'est, je te parlais de l'aspect matériel pour la première, où on a voulu un petit peu avoir tous les essentiels qu'on croit pour accueillir un bébé. Et là, pour le deuxième, on s'est dit vraiment, là, on a besoin de rien du tout. Quelques couches quand même, de quoi couvrir l'enfant. Et puis le reste, en fait, on peut faire avec les moyens du bord, ce qu'on a sous la main. Et donc là, pour l'aspect matériel, là, c'était zéro. On a même déblayé pas mal d'affaires pour pouvoir avoir plus de place. En ayant vécu 2 expériences si différentes d'accouchement, de premiers mois de postpartum dans la maternité, est-ce que tu fais une analyse parfois de te dire oui, qu'est-ce que ça m'a appris? Parce que tu le sais, il y a une question signature du podcast, c'est qu'est-ce que cette maternité à l'étranger t'a appris sur toi? Est-ce que ça t'a aidé à reconnaître, identifier, développer une compétence, une force? Toi, c'est quoi ta force, ta compétence que tu as découverte? Un des principes que vraiment m'a marqué depuis le début de ma maternité ici, c'est de ne pas avoir de regrets. On peut faire en fait des choix qui soient pas forcément idéaux parce qu'on n'a pas forcément les informations et donc on peut se planter, etc. Mais je me suis rendu compte à quel point le temps pouvait passer très vite quand on a un enfant et le fait d'avoir ma mère qui est très malade et qui n'a pas pu assister à ça, et donc ça a été quelque chose aussi de fondamental en fait dans ma prise de conscience, de me dire en fait la vie parfois il peut nous arriver des choses qu'on choisit pas, et donc de la vivre pleinement, c'est vraiment primordial, parce que j'ai vu mes parents qui ont travaillé toute leur vie en se disant qu'ils profiteraient plus tard, notamment au moment de la retraite, etc. C'est tombé avant la retraite pour ma mère. Et elle a profité de rien du tout dans sa vie. Pour ça, en fait, ça a été très facile à mettre en place au Japon, je pense, de se dire, voilà, je vis ma vie, je fais mes choix dans l'optique de ne pas regretter derrière. Et ça, clairement, le fait d'être éloigné font aussi qu'on a la place de pouvoir agir et faire comme on a envie sans avoir trop de pression extérieure, parce que tout simplement, les personnes ne sont pas là physiquement. Donc il y a ça, il y a le côté aussi où on n'a pas cette, je pense au niveau des mères, même si ça a tendance un peu à changer, mais traditionnellement on va vraiment prendre ce temps, comme tu disais, de passer plusieurs mois dans sa propre famille aussi. Il n'y a pas d'exigence à la surperformance. Quand en postpartum, il faut tout de suite se relever, il faut tout de suite faire à manger, accueillir des gens, montrer le bébé à droite, à gauche, etc. En France, on est obligé presque de mettre des limites. J'ai l'impression de mettre des limites en disant moi je veux être dans ma bulle en fait. Et ça, c'est pas toujours compris par l'entourage. Au Japon, on va pas forcer du tout. On fait quelques visites, on a des amis qui viennent à droite, à gauche, mais il y a cette compréhension quand même du fait que là c'est un temps, une parenthèse où les gens ont besoin justement de tranquillité pour pouvoir ensuite avancer. Oui, c'est plus ancré. Moi, je voudrais savoir, toi qui es professionnel, qui accompagne des familles japonaises aussi, puisque du fait que tu parles très bien japonais, tu n'es pas destiné qu'à aider des familles francophones. Moi, je voudrais savoir ce que tu analyses en fait dans ta pratique, qu'est-ce qui en ressort, dans la mesure même, tu vois, où aujourd'hui dans les coûts, on a ce support système, ça répond à quel besoin? Puisque on dit, les filles rentrent souvent chez elles pour accoucher, mais au final, il y a plein de femmes encore qui doivent accoucher à Tokyo, notamment, qui doivent être très seules. Donc ça, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu analyses? Qu'est-ce que tu identifies? Encore une fois, c'est des sages-femmes qui se sont liguées. Pourquoi il y a eu l'association des doulas qui s'est créée? C'est parce que les sages-femmes ont observé qu'une fois le retour à la maison, les mamans étaient laissées seules, alors que pendant la grossesse, on est beaucoup suivi. Au Japon, il y a beaucoup de visites. On est à peu près à 14 visites de contrôle pendant la grossesse. Une fois la naissance passée, il y a la visite d'1 mois ou peut-être un peu plus en fonction des naissances et des établissements, mais
passé ce premier mois, il n'y a plus rien. Elles ont senti vraiment qu'un besoin des mamans d'être accompagnées. Et donc, elles ont fait beaucoup de lobbyisme aussi, parce que dans l'association, il y a aussi une personne qui était très en lien avec la politique locale, en fait, de l'arrondissement de Nakano et puis de Tokyo en général. Donc, grâce à cette personne-là qui connaissait les bonnes personnes, elles sont allées voir des dirigeants, des politiques, pour leur expliquer le besoin et de mettre en place des systèmes de financement. Ça, c'est une première chose. Et d'où vient ce besoin? En effet, comme tu dis, il y a de plus en plus de familles, notamment à Tokyo, qui se retrouvent seules pour plusieurs raisons, que ce soit par l'éloignement géographique, parce que beaucoup de personnes de la campagne, en fait, viennent travailler à Tokyo. Ça peut être aussi parce que même si les parents peuvent être présents, soit ils travaillent, encore, soit ils s'occupent de leurs propres parents qui sont encore vivants, ou alors ils sont aussi trop âgés. Tout ça fait que aujourd'hui on se retrouve avec un phénomène, notamment à Tokyo, encore une fois, d'isolement en fait des familles et notamment des mères, parce que souvent les papas en fait, même s'il y a aussi cette option de congé parental pour les pères, ils sont assez peu à le prendre. Je crois que c'est entre 11 et 15% aujourd'hui de pères qui vont prendre en partie leur congé parental, c'est-à-dire qu'ils vont pas prendre l'année entière qui leur est disponible. Souvent, ça va être un mois ou parfois un mois, puis un autre mois 6 mois plus tard, etc. Souvent au moment de la reprise du travail de la maman, qui font que on n'a plus ce village en fait. Et donc ça concerne pas que les expatriés, ça concerne les Japonais aussi. C'est pour ça que dans mon travail, en fait, on a énormément de demandes. Là, aujourd'hui, on est à peu près 500 doulas qui sont en exercice. Ça fait bientôt 15 ans que l'association existe et forme des doulas. Et donc là, il y a à peu près 1000 doulas qui ont été formées, je crois. Et on est 500 en exercice, essentiellement centré à Tokyo. Et on a une demande qui est énorme et en général, on est booké 3 mois à l'avance. Donc, faut pas trop s'y prendre au dernier moment pour faire appel à nos services. Moi, j'ai fait le choix... Comme je suis un peu un cas particulier, je suis la seule étrangère qui fait ce travail-là. Toutes mes autres collègues sont japonaises. Là, aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'axer uniquement sur les familles qui ont un lien avec l'étranger et, si possible, qui ne parlent pas japonais pour que il y ait une vraie raison, en fait, pour faire appel à moi et pas une autre de mes collègues. Mais j'ai accompagné, pendant les 3 premières années, j'ai accompagné énormément de familles japonaises et en fait, je me suis rendu compte que malgré les différences culturelles qu'on peut avoir, au final, au niveau de l'humain, on retrouve les mêmes problématiques. Et c'est ça vraiment qui était intéressant et déculpabilisant aussi, je pense, pour moi personnellement. Ouais. J'ai une petite question sur la confession, la vulnérabilité dont les personnes que tu accompagnes dont elles peuvent faire part, dans la mesure, par exemple, où au Japon, on dit souvent que les gens sont quand même très pudiques dans leurs émotions, que c'est pas du tout bien vu de se mettre en colère, de perdre ses moyens. C'est très rare quand même de voir quelqu'un pleurer. Il y a quand même vraiment cette notion de contenance, de se contenir, de bien se présenter, d'être... de mettre les formes. Oui, et d'offrir un peu vraiment le poker face, tu vois, d'offrir une façade. Moi, je voudrais savoir si c'est possible, sans trahir bien évidemment la confiance de toutes les familles que tu as accompagnées, mais tu vois, comment t'abordes ce lien qui est profondément humain dans un événement de vie qui est si intime avec une femme japonaise, tu vois, qu'est-ce qu'elles osent lâcher sur les difficultés? Est-ce que c'est des femmes qui osent se confier? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de retenue? Comment tu navigues avec ça? Moi, j'ai 2 avantages. Le premier, ça va être le fait que je puisse entrer dans leur domicile. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. On invite assez rarement les gens chez soi. De plus en plus quand même, je pense aujourd'hui. Mais d'avoir accès justement à l'intimité, entre guillemets, dans ce quotidien, en fait. De voir vraiment là où les gens habitent, etc. Ça permet de donner quelques clés aussi. Donc, il faut être un petit peu perspicace aussi. Quand on fait ce métier-là, c'est de pouvoir lire un petit peu les signes de l'environnement déjà.
Et l'autre avantage que j'ai, c'est le temps. Le fait de pouvoir être présente là, en général, quand je fais une visite, c'est 3 heures. La plupart du temps, en fait, quand j'arrive, moi, je pose les questions d'usage pour faire une sorte d'anamnèse, en fait. Même si je suis pas personnel médical, je veux savoir un petit peu où je mets les pieds, donc et puis aussi pour lancer les discussions, tout ça. Donc, on a quelques questions de base. Et puis en général, elles vont un peu observer ce qui se passe et c'est plutôt en fin de visite où les langues se délient. Et donc, et je finis jamais à l'heure, hein, on va pas se mentir, parce qu'en général, en fait, on commence à discuter et puis on tisse du lien. Et donc le temps, c'est le temps d'une visite, mais le temps aussi de plusieurs visites, parce qu'en général, c'est rare que je fasse une seule visite. Je fais ça en plusieurs fois, donc c'est plutôt un rythme de une fois par semaine, plusieurs fois par mois. Ça dépend un peu des besoins. Mais je sais que cette répétition va permettre aussi petit à petit de lancer les conversations et puis d'aller, si besoin. Hein, moi, je vais jamais creuser si je sens que c'est pas demandé de la part de quelqu'un. Mais s'il y a cet espace où elle commence à poser un petit peu de questions, etc., bah là, ouais, on peut lancer des discussions. Et assez régulièrement, quand je fais une visite, j'arrive et puis il y a toujours, on sent un petit peu une gêne, où les mamans peuvent se mettre à pleurer aussi juste parce que ça y est, je suis là et donc elles peuvent ouvrir les écoutilles et puis se lâcher. Et comme aussi dans mon travail, donc c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en quoi ça consiste, l'accompagnement que je propose, c'est le soutien émotionnel par la présence et l'écoute, le soutien logistique, et notamment ce que je fais beaucoup, c'est cuisiner, et puis après le soutien aux soins de l'enfant. Mais ce que je fais beaucoup, c'est cuisiner, et donc moi, mes visites, en général, j'arrive, et puis elle me voit un peu m'affairer en cuisine. En fin de visite, elle mange un petit peu et puis ça soulage aussi pas mal. Et donc à la fin, voilà, au début ça commence en pleurs et puis ça finit avec du soulagement et un sourire à la fin. Donc ça reste quand même très gratifiant. Surtout la notion de santé mentale des mères. Oui. Ici au Japon, c'est quoi la politique sur la santé mentale? Est-ce que quand elles sentent vraiment que ça va trop loin, que c'est pas juste un petit coup de mou, ou même toi, quand tu identifies une situation où tu te dis là, il y a quelque chose que ça va pas suffire, ou là, je me sens un peu dépassée, là, je pense qu'il faut autre chose. Qu'est-ce qu'on leur propose à ces femmes? Qu'est-ce que toi, tu peux proposer? Vers qui tu les orientes? Comment ça s'organise, ça? Encore une fois, je suis pas psychologue non plus, mais on a quand même cet effet préventif par l'accompagnement et ce soutien. On a un effet préventif et aussi un effet où on est en première ligne de mire et on peut observer potentiellement des situations qui peuvent être compliquées. Et donner justement quelques pistes et donc recommander en fait des collègues, soit justement réorienter en fonction du niveau. Si c'est juste après la naissance, peut-être rediriger vers des sages-femmes ou alors des psychologues qui pourront faire justement tous les tests de dépistage, notamment de dépression postpartum. Et puis si c'est des personnes non japonophones, et à ce moment-là, ce sera de les rediriger vers des organismes soit anglophones, soit francophones. Au Japon, il y a quand même une vraie prise en compte de cette problématique. C'est beaucoup plus pris au sérieux aujourd'hui, notamment pendant la grossesse où on a déjà des questionnaires qui sont un peu basés sur le test d'Édimbourg, qui est le test en fait qu'on fait généralement pour dépister une dépression postpartum. Déjà pendant la grossesse, il y a des questions qui sont posées. Quand on va à la mairie aussi, on va rencontrer souvent soit des auxiliaires de puériculture, soit des sages-femmes qui aussi vont faire des entretiens personnels et pendant l'entretien, elles vont demander si on a d'éventuelles difficultés, si on se sent à l'aise avec son bébé, si on ressent de l'amour pour son bébé, ce genre de choses. Et si jamais on évoque certaines difficultés, elles vont creuser et puis savoir si c'est vraiment quelque chose d'urgent ou c'est quelque chose plus de transitoire. Et donc recommander encore une fois si besoin. Pendant le séjour à l'hôpital, de mémoire, il n'y a pas grand-chose, mais par contre, pour la visite des 1 mois, il y a encore un questionnaire. Quand on parle japonais, je sais pas trop à quel point c'est traduit en anglais dans les hôpitaux internationaux. Il y a la visite des 2 mois de la sage-femme à la maison. À la maison, où là aussi, encore une fois, il y a un questionnaire. Et après ça, là pour le coup, il n'y a plus grand-chose. Ouais, tu fais un beau métier.
Tu fais un beau métier. Et, moi, c'est quand même un de mes grands regrets de mon postpartum, de pas avoir, je crois, eu le courage de m'atteler à toute cette paperasse pour en fait faire les démarches auprès du COU pour avoir ce support système qui serait venu à la maison en fait. C'est tellement intense cette période-là que moi je comprends tout à fait en fait qu'on se retrouve sous l'eau. Et c'est pour ça que c'est, je pense, une des choses qui est importante pendant la grossesse, de savoir quel levier actionner au moment où on en a besoin après. Parce que si on commence à chercher, moi c'est ce qui m'est arrivé pendant ma première expérience, si on commence à chercher pendant qu'on est justement en train d'essayer de gérer tout dans ce marasme, ça nous demande une énergie folle. Mais déjà en amont, si on sait déjà un petit peu les associations qui sont présentes, les professionnels aussi qu'on peut contacter, et qu'on n'a plus qu'à envoyer un message, ça fait vraiment la différence, je pense, sur l'expérience. Ouais, je suis d'accord. Tu le sais, dans le podcast, je demande toujours, quel serait le conseil de l'invité pour les auditeurs. Est-ce que ça serait ton conseil ou est-ce que t'en as un autre? Oui, clairement, ce serait un des premiers conseils. Je sais que c'est pas facile parce qu'on vit tous la grossesse différemment et il y a différents degrés en fait de réalisation aussi. Mais au moins d'avoir quelques notions de base, sur les professionnels et les associations qui sont à portée de main. Moi, je pense que ça fait vraiment la différence. Je suis d'accord. Traditionnellement, cette question, c'est la dernière, mais là, on modifie le fil de l'interview. La dernière des dernières, je vais te demander quelle est la fête locale ou la tradition ou l'habitude du quotidien que tu célèbres, que tu aimes célébrer avec tes enfants, ici, au Japon. Je suis pas très fête et rituel de base, quelle que soit la culture. Mais il y a une période de l'année que j'apprécie particulièrement, c'est la période des matsuri, l'été. Se mettre en yukata plutôt, pour aller au matsuri, manger des trucs sympa et puis danser aussi, justement faire le bon odori, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et si on se renseigne un peu sur ce qui se passe dans son quartier, on peut même avoir des petites fêtes de quartier qui sont hyper sympas. Nous, donc tous les ans, on fait plusieurs matsuri de notre quartier. On va pas dans les gros événements, mais juste on regarde bien les panneaux d'affichage. Et maintenant que ma grande est aussi en âge de profiter de ça, on peut vraiment elle aussi se mettre en yukata, danser, et donc c'est vraiment une période de l'année qu'on apprécie particulièrement. C'est bientôt le cas puisque on est début juin quasiment, et dans un mois c'est l'été, donc les matsuri vont battre leur plein dans Tokyo et ailleurs. Et un grand merci Claire pour toutes tes confidences, pour tout ce partage d'informations, de ressources, toute cette prévention et tout ce support que tu apportes à toutes ces familles. J'aurais adoré que tu prennes soin de moi il y a 2 ans. Je te souhaite une très belle continuation et vraiment un grand merci d'avoir été là ce matin. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. S'il vous a plu ou inspiré, vous pouvez le partager, laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et vous abonner. Sachez que ces petits gestes comptent beaucoup et me motivent chaque jour. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast. Les bonnes adresses partagées par mon invité sont disponibles sur la Google Maps, dont le lien est dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.